J'ai cru avoir de la chance. Pendant 27 ans, j'ai cru cela. Quand on m'a embauchée dans cette maison, j'avais 19 ans et des mains abîmées par le froid. Je venais d'un village où l'hiver durait plus longtemps que l'espoir. Ma mère cousait des boutons pour 3 francs la journée. Mon père était mort depuis si longtemps que je ne me souvenais plus de sa voix, seulement de son absence. Nous vivions dans une pièce unique où la neige entrait par les fentes du toit. Le matin, je cassais la glace dans la cuvette pour me laver le visage. Quand l'annonce est apparue à la mairie, j'ai pensé que c'était un miracle. Une famille cherchait une domestique à demeure. Logée, nourrie, salaire correct. Je me suis présentée le lendemain avec ma seule robe propre et mes chaussures rapiécées. La maison se dressait au bout d'une allée bordée de tilleuls. 3 étages de pierre blanche, des fenêtres hautes comme des portes d'église. Un jardin où personne ne marchait jamais. Les grilles étaient en fer forgé. Les murs étaient parfaits. Pas une fissure, pas une tache. Comme si le temps n'avait pas le droit d'entrer ici. J'ai pensé que c'était le paradis. J'ai pensé que les gens qui vivaient dans un endroit aussi propre devaient être bons. Parce que la saleté et le mal allaient ensemble dans mon esprit d'alors. Parce que je croyais encore que la beauté des choses reflétait la beauté des âmes. Madame m'a reçue dans le petit salon. Elle portait une robe grise, pas de bijoux, les cheveux tirés en arrière. Tout chez elle était mesuré. Sa voix, ses gestes, son regard. Elle m'a fait asseoir sur le bord d'une chaise et m'a posé des questions. Est-ce que je savais lire? Est-ce que j'avais de la famille en ville? Est-ce que je parlais beaucoup? Est-ce que j'étais discrète? J'ai répondu oui, à tout ce qu'il fallait. Non à tout ce qu'il ne fallait pas. Elle m'a regardé longtemps, pas comme on regarde une personne, comme on évalue un objet. Elle cherchait quelque chose dans mon visage, dans mes vêtements usés, dans ma façon de baisser les yeux. Elle m'a embauchée le jour même. Les premiers mois, j'ai cru que j'avais trouvé ma place. On me traitait avec politesse. Jamais un cri, jamais une insulte. Madame disait toujours merci quand je posais le plateau. Monsieur hochait la tête quand je passais dans le couloir. Les enfants ne me regardèrent même pas, ce qui était mieux que d'être regardés avec mépris. J'avais une chambre sous les toits, petite, mais chaude. Un lit étroit avec des draps blancs que je changeais moi-même chaque semaine. Une fenêtre qui donnait sur les arbres. Le soir, je m'asseyais sur le rebord et je pensais à ma mère. Je lui envoyais la moitié de mon salaire. Pour la première fois de ma vie, je n'avais plus faim. Pour la première fois, je dormais sans trembler de froid. Mais il y avait quelque chose. Une distance. Pas la distance normale entre une domestique et ses maîtres. Autre chose. Plus froide. Plus calculée. Comme si j'étais un objet nécessaire mais transparent. Comme si j'étais là sans être vraiment là. La famille ne parlait jamais devant moi. Quand j'entrais dans une pièce, les conversations s'arrêtaient. Pas brutalement, en douceur. Comme si on fermait une porte sans claquer. Madame souriait. Monsieur tout sautait. Et le silence tombait comme un rideau. Il ne me demandait jamais d'avis. Il ne me racontait rien. Pas même les banalités qu'on partage avec les domestiques dans les autres maisons. Pas de commentaires sur le temps. Pas de plaintes sur la santé. Rien. Juste des ordres polis et des remerciements vides. Au début, j'ai pensé que c'était de la réserve. De l'éducation. Les gens riches étaient différents. Ils gardaient leur distance. C'était normal. Mais ce n'était pas de la réserve. C'était de la méthode. Il y avait des règles. On me les a données le premier jour, écrites sur une feuille que madame m'a tendue sans un mot. Ne jamais entrer dans l'aile ouest sans autorisation. Ne jamais poser de questions sur les visiteurs qui arrivaient la nuit.
Ne jamais ouvrir le courrier, même celui qui traînait sur la table. Ne jamais parler de ce qui se passait dans la maison à l'extérieur. Jamais. J'ai signé. J'ai obéi. Parce que j'avais un toit. Parce que j'avais 3 repas par jour. Parce que ma mère pouvait enfin arrêter de coudre des boutons dans le froid. Les premières années, j'ai respecté les règles sans les questionner. Je nettoyais. Je cuisinais. Je servais. Je disparaissais. C'était simple. C'était sûr. Mais parfois, je remarquais des choses. De petites choses. Des bruits derrière les portes fermées de l'aile ouest. Des hommes en costume sombre qui arrivaient tard et repartaient avant l'aube. Des enveloppes épaisses que monsieur brûlait dans la cheminée, après les avoir lues. Des regards échangés entre madame et son mari, quand ils pensaient que je ne les voyais pas. J'ai appris à ne rien voir, à ne rien entendre, à ne rien comprendre, parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Et un jour j'ai compris, pas d'un coup, lentement, comme quand on réalise qu'on a mal quelque part depuis longtemps mais qu'on ne l'avait pas remarqué. Il ne m'avait pas prise parce que j'étais travailleuse. Il ne m'avait pas prise parce que j'étais honnête ou fiable. Il m'avait prise parce que j'étais seule, parce que personne ne me chercherait, parce que je venais de nulle part, parce que ma parole ne vaudrait rien contre la leur. Il ne cherchait pas une domestique. Il cherchait un témoin silencieux, quelqu'un qui verrait tout et ne dirait rien, quelqu'un qui n'aurait ni la force ni le droit de parler, quelqu'un que personne n'écouterait, même si elle osait ouvrir la bouche. Ils m'ont choisi parce que j'étais invisible. Et pendant 27 ans, je suis restée l'invisible. Pas parce qu'on m'y forçait, mais parce que l'invisibilité était devenue ma survie, ma prison, mon choix. J'ai cru avoir de la chance. Mais la chance n'existe pas dans ce genre de maison. Il n'y a que des calculs. Et j'étais le leur. J'ai cru que c'était juste des bizarreries, des habitudes de riches, des manies de famille. Pendant les premières années, je me suis répété cela chaque fois que quelque chose me dérangeait. Les gens fortunés avaient leurs secrets, leurs rituels, leurs codes. Ce n'était pas mon rôle de comprendre. Mon rôle était de servir et de me taire. L'aile ouest était toujours fermée, pas à clé. Simplement fermée. 3 portes en chêne massif au bout du couloir du 2e étage. Madame m'avait dit le premier jour que c'était l'espace privé de la famille, que je n'avais pas à m'en occuper, qu'elle s'en chargeait elle-même. J'ai trouvé cela étrange, une femme de sa condition qui faisait le ménage. Mais je n'ai rien dit. Pendant 2 ans, je suis passée devant ces portes chaque jour, sans jamais les ouvrir. Je regardais droit devant moi. Je ne posais pas de questions. Puis, un matin d'hiver, j'ai entendu une toux, derrière la porte du milieu. Une toux rauque, épuisée, celle de quelqu'un qui respire mal depuis longtemps. J'ai hésité. J'ai continué mon chemin. Mais la toux est restée dans ma tête toute la journée. Le soir, j'ai demandé à madame si quelqu'un était malade dans la maison. Elle m'a regardée, avec ses yeux gris et froids. Elle a souri, ce sourire qui n'était pas un sourire. Elle m'a dit que j'avais dû entendre les tuyaux, que les vieilles maisons faisaient du bruit, que je ne devais pas m'inquiéter. Mais je savais reconnaître une toux humaine d'un bruit de tuyaux. Les visites nocturnes ont commencé à m'intriguer aussi. Au début, je pensais que c'était des amis, des relations d'affaires. Monsieur était avocat. Il recevait sûrement des clients en dehors des heures de bureau. Mais ces hommes n'arrivaient jamais par la porte principale. Ils entraient par le jardin, par la petite porte du mur nord que personne n'utilisait jamais. Je les voyais depuis ma fenêtre, toujours les mêmes. 3 ou 4 silhouettes en pardessus sombre. Ils arrivaient vers minuit.
Il repartait avant l'aube. Une nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai descendu l'escalier pour aller chercher un verre d'eau à la cuisine. J'ai entendu des voix dans le bureau de monsieur. Des voix tendues. Pas des conversations d'affaires, des disputes étouffées. Quelqu'un parlait d'argent. Quelqu'un parlait de temps. Quelqu'un disait qu'il fallait régler le problème avant que ça devienne incontrôlable. Je me suis figée dans le couloir. J'ai retenu ma respiration. Puis j'ai fait demi-tour sans bruit. Le lendemain, je n'ai rien dit. Je ne devais rien dire. Les papiers brûlés me troublaient aussi. Chaque semaine, monsieur recevait du courrier. Beaucoup de courriers. Des enveloppes épaisses, des paquets scellés. Il les lisait dans son bureau, puis il les brûlait dans la cheminée. Un après-midi, j'ai nettoyé le bureau après son départ. Il restait des cendres dans l'âtre. J'ai voulu les balayer. Un morceau de papier n'avait pas complètement brûlé. J'ai vu un mot, un seul mot. Disparition. Ma main s'est mise à trembler. J'ai jeté le papier dans le seau à cendres. J'ai tout balayé. J'ai frotté les traces noires sur le marbre. Je me suis répété que ce n'était rien. Un mot isolé ne voulait rien dire. Disparition pouvait signifier n'importe quoi. Un objet perdu, un dossier égaré, une affaire classée. Mais mon cœur savait que ce n'était pas ça. Les mois ont passé. J'ai continué à remarquer des choses. De petites choses qui s'accumulaient comme des gouttes d'eau dans un seau. Des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais. Des portes qui se fermaient trop vite. Des regards échangés entre monsieur et madame. Des silences trop longs. Des sourires trop figés. Et puis il y a eu cette nuit. J'ai été réveillée par un bruit. Un bruit sourd, comme quelque chose de lourd qu'on traîne sur le plancher. Cela venait d'en bas, du rez-de-chaussée. J'ai regardé par la fenêtre. Une voiture était garée près de la porte du jardin. Le moteur tournait. 2 hommes portaient quelque chose. Quelque chose de long, enveloppé dans une couverture. Mon sang s'est glacé. Ils ont chargé le paquet dans le coffre. Ils sont repartis sans un mot. Les phares ont disparu dans l'obscurité. Je suis restée debout près de la fenêtre pendant 1 heure. Tremblante, incapable de bouger. Le lendemain matin, tout était normal. Madame prenait son thé dans le salon. Monsieur lisait son journal. Les enfants étaient partis pour l'école. Personne ne parlait. Personne ne semblait perturbé. J'ai servi le petit déjeuner comme d'habitude. Mes mains tremblaient en posant les tasses. Madame m'a regardée. Elle a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Elle a souri. Ce sourire qui n'était jamais un sourire. Et c'est là que j'ai compris. Elle savait que j'avais vu. Elle savait que j'avais entendu. Elle savait tout ce que je savais. Et elle ne s'inquiétait pas. Parce qu'elle savait aussi que je ne dirais rien. Pas par peur. Pas seulement. Mais parce que personne ne me croirait. Une domestique contre une famille respectable. Une fille sans éducation contre un avocat. Une étrangère contre des gens établis depuis 3 générations. Ma parole ne valait rien. Elle ne vaudrait jamais rien. Et il le savait dès le premier jour. C'est pour ça qu'il m'avait regardée. Pas malgré ce que je voyais, mais à cause de ce que je voyais. Parce qu'un témoin silencieux est plus utile qu'un témoin mort. Parce qu'un témoin qu'on ne croit pas est invisible. Parce que j'étais la preuve vivante qu'on pouvait tout faire sous les yeux de quelqu'un et que rien n'arriverait jamais. Je n'étais pas une domestique. J'étais une assurance. La garantie que leur secret resterait un secret. Parce que j'étais celle qui voyait tout et que personne n'écouterait jamais. Ce jour-là, j'ai arrêté de me dire que c'était des bizarreries. J'ai arrêté de me mentir. J'ai compris que j'étais prisonnière. Pas d'une cage, mais de ma propre insignifiance. J'ai cru que j'avais peur. Pendant des années, j'ai pensé que c'était la peur qui me retenait.
La peur de ce qu'ils me feraient si je parlais. La peur de leur pouvoir, de leur connexion, de leur argent. Monsieur était avocat. Pas n'importe quel avocat. Il défendait les industriels, les politiciens, les familles anciennes. Son nom apparaissait dans les journaux. On le voyait aux réceptions officielles. Le maire venait dîner à la maison 2 fois par an. Le préfet lui serrait la main à la sortie de la messe. Madame était la petite-fille d'un ancien ministre. Elle présidait des œuvres de charité. Elle organisait des collectes pour les orphelins. Elle souriait sur les photographies dans les gazettes locales. Une femme irréprochable, une bienfaitrice. Leurs enfants allaient dans les meilleures écoles. Leur fils aîné étudiait le droit à Paris. Leur fille était promise à un diplomate. Ils étaient l'image même de la respectabilité, de la morale, de l'ordre. Et moi, j'étais personne. Je me disais que si je parlais, ils m'écraseraient, qu'ils avaient les moyens de me faire disparaître, de me faire enfermer, de me faire passer pour folle. J'imaginais des scénarios, des menaces, des accidents, des lettres anonymes qui ruineraient à ma mère. Je pensais qu'ils me détruiraient par tous les moyens possibles. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas du tout ça. Un jour, j'ai décidé de tester, de voir ce qui se passerait si je laissais échapper quelque chose. Pas directement, juste une allusion, une ouverture. C'était un mardi. Le boucher livrait la viande. Un homme jovial qui aimait bavarder. Il m'a demandé comment ça se passait dans la grande maison, si les maîtres étaient bons, si je me plaisais ici. J'ai hésité. Puis j'ai dit quelque chose de vague. J'ai dit qu'il se passait parfois des choses étranges, que des gens venaient la nuit, que je ne comprenais pas tout. Il a ri. Il a dit que les riches avaient toujours des affaires compliquées, des investissements, des transactions, des choses que les gens comme nous ne pouvaient pas comprendre. Il a dit que j'avais de la chance de travailler pour une famille aussi respectable, que je devais être fière. Je n'ai rien ajouté. Je suis rentrée dans la maison avec la viande, les mains tremblantes. J'ai essayé encore, avec la couturière qui venait réparer les rideaux. Je lui ai dit que j'entendais parfois des bruits dans l'aile ouest, des voix, des toux. Elle a hoché la tête distraitement. Elle a dit que les vieilles maisons craquaient, que j'avais trop d'imagination, que je devrais dormir plus. J'ai essayé une 3e fois, avec le curé qui venait bénir la maison à Pâques. Je me suis arrangée pour être seule avec lui dans le vestibule. J'ai dit que j'avais des doutes, que j'avais vu des choses qui me troublaient, que je ne savais pas quoi faire. Il m'a regardée avec bienveillance. Il a posé sa main sur mon épaule. Il m'a dit que le doute était l'œuvre du diable, que je devais prier, que monsieur et madame étaient des piliers de la communauté, que je devais être reconnaissante d'avoir trouvé une place dans leur foyer, que les domestiques qui colportaient des ragots finissaient toujours mal. J'ai compris ce jour-là. Ils ne me détruiraient pas si je parlais. Ils n'auraient pas besoin de me détruire, parce que personne ne me croirait, pas par manque de preuves, mais parce que ma parole ne comptait pas, parce que j'étais une domestique, une fille sans famille, une personne sans importance. Ma vérité serait toujours sale contre leur propreté. Ma voix serait toujours celle de la jalousie, de l'ingratitude, de la folie. On dirait que j'avais mal compris, que j'avais imaginé, que j'avais voulu me rendre intéressante, que j'étais amère de n'être qu'une servante. Ils n'avaient pas besoin de me menacer. La société l'avait déjà fait pour eux. J'ai lu un article dans le journal. Un domestique avait accusé son employeur de violence. L'affaire était passée devant le tribunal. L'employeur avait été acquitté. Le domestique avait été condamné pour diffamation. Il avait perdu son emploi, sa réputation. Plus personne ne voulait l'embaucher.
Il était devenu un paria. Le journaliste écrivait qu'il fallait se méfier des serviteurs malveillants, qu'ils étaient jaloux de leur maître, qu'ils inventaient des histoires pour se venger, qu'on ne pouvait pas faire confiance à ces gens-là. J'ai découpé l'article, je l'ai gardé dans un tiroir. Comme un rappel, comme une preuve de ce qui m'attendait si j'ouvrais la bouche. Madame a su que j'avais essayé de parler. Je ne sais pas comment. Peut-être que le boucher l'avait mentionné. Peut-être que le curé avait dit quelque chose. Peut-être qu'elle devinait tout simplement. Un soir, elle est venue dans ma chambre, ce qu'elle ne faisait jamais. Elle s'est assise sur mon lit. Elle m'a regardée avec ses yeux gris et froids. Elle m'a dit qu'elle savait que je me posais des questions, que c'était normal, que j'étais jeune, que je ne comprenais pas le monde. Elle m'a dit que les gens comme eux avaient des responsabilités, des fardeaux, des choses qu'ils devaient gérer, que ce n'était pas simple, que ce n'était pas ce que ça paraissait. Elle m'a dit que les gens comme moi ne pouvaient pas comprendre, que nous vivions dans des mondes différents, que si je racontais des choses, personne ne m'écouterait, que je me ferais du mal, que je gâcherais ma vie pour rien. Elle n'a pas haussé le ton, elle n'a pas menacé, elle a juste énoncé des faits, comme on explique à un enfant pourquoi il ne peut pas voler. Puis elle est partie. Elle a refermé la porte doucement, et je suis restée assise sur mon lit, dans le noir, en comprenant que j'étais plus seule que je ne l'avais jamais été. Ce n'était pas la peur qui me retenait, c'était l'évidence. L'évidence que ma voix ne comptait pas, que personne ne voulait entendre ce que j'avais à dire, que le monde avait déjà choisi son camp. Il n'avait pas besoin de me faire taire. J'étais déjà silencieuse, par construction, par statut, par naissance. Le système les protégeait mieux que n'importe quelle menace. Parce que le système décidait qui méritait d'être cru. Et ce n'était pas moi. J'ai cru qu'il m'avait achetée. Pendant longtemps, je me suis dit que j'étais une vendue, que j'avais échangé mon silence contre de l'argent, que j'étais complice par cupidité. Mais ce n'était pas de l'argent. C'était bien pire que de l'argent. Mon salaire n'a jamais été élevé. 15 francs par mois les premières années, 20 après 5 ans, 30 au bout de 10 ans. C'était correct, pas généreux, juste correct. Assez pour envoyer quelque chose à ma mère. Assez pour acheter une paire de chaussures une fois par an. Pas assez pour partir. Jamais assez pour partir. Mais ils ne m'ont pas gardé avec le salaire. Ils m'ont gardé avec tout le reste. La 3e année, ma mère est tombée malade. Une fièvre qui ne passait pas. Le médecin du village a dit qu'elle avait besoin de médicaments. Des médicaments chers, que nous ne pouvions pas nous payer. J'ai pleuré dans ma chambre. J'ai compté mes économies. Ce n'était pas assez, même pas le quart de ce qu'il fallait. Madame l'a su. Je ne sais pas comment. Peut-être que je pleurais trop fort. Peut-être qu'elle lisait mon courrier. Elle est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle comprenait, qu'elle allait aider. Le lendemain, un médecin de la ville est allé voir ma mère. Un vrai médecin, pas le charlatan du village. Il a apporté les médicaments. Il a soigné ma mère pendant 3 semaines. Elle a guéri. Madame ne m'a jamais demandé de rembourser. Elle a juste dit que c'était normal, qu'on prenait soin des siens, que j'étais presque de la famille. J'ai pleuré de reconnaissance. J'ai remercié Madame 100 fois. J'ai pensé qu'ils étaient bons, qu'ils avaient du cœur. Je ne comprenais pas encore. Je ne comprenais pas que ce n'était pas de la bonté. C'était de l'investissement. Ils venaient de m'enchaîner sans que je m'en rende compte. 2 ans plus tard, ma mère est morte quand même. D'autre chose. D'un cœur usé. De trop d'années de misère. Mais elle est morte soignée. Dans un lit propre. Avec des médicaments qui calmaient la douleur. Grâce à eux. Comment pouvais-je les trahir après ça? Puis il y a eu l'hiver où je suis tombée malade. Une pneumonie.
J'ai failli mourir. Madame a fait venir le même médecin. Ils m'ont soigné dans ma chambre. Ils m'ont nourri. Ils ont payé tout. Pendant 6 semaines, je n'ai rien fait. J'ai juste dormi et guéri. Quand je me suis rétablie, Madame m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'on ne me devait rien, que ma place était toujours là, que j'étais importante pour la maison. J'ai compris ce jour-là que je leur devais ma vie. Littéralement. Sans eux, je serais morte, dans un hôpital public ou dans une morgue. Personne d'autre n'aurait payé pour me sauver. Comment pouvais-je partir maintenant? Les années ont passé. Chaque fois que j'envisageais de m'en aller, quelque chose arrivait. Une aide, un service, un geste qui me rattachait un peu plus. Quand j'ai eu 40 ans, mes dents ont commencé à pourrir. La douleur était insupportable. Je n'avais pas les moyens d'aller chez le dentiste. Monsieur a payé. 3 dents arrachées, 2 plombages, tout. Quand j'ai eu des problèmes de dos à force de porter des seaux, ils ont fait venir un spécialiste. Il m'a donné des exercices, des pommades, du repos. Quand mon village natal a brûlé dans un incendie, ils m'ont proposé de faire venir ma cousine, de lui trouver du travail, de l'héberger le temps qu'elle se remette sur pied. À chaque fois, je leur devais quelque chose. À chaque fois, je m'enfonçais un peu plus. Ce n'était pas de l'argent, c'était de la survie. Ils contrôlaient tout ce dont j'avais besoin pour vivre. La nourriture, le toit, les soins, la sécurité. Je n'avais nulle part où aller, plus de famille, plus de village. Je n'avais jamais appris d'autre métier que servir. Je n'avais pas de référence ailleurs. Qui embaucherait une domestique de 50 ans sans recommandation? Et puis il y avait autre chose, quelque chose de plus subtil, de plus pervers. Il m'avait donné une place, une identité. J'étais la gouvernante de la maison d'Evreux. Pendant 27 ans, j'avais été quelqu'un, pas grand-chose, mais quelqu'un. Si je partais, je redeviendrais personne. Une vieille femme sans attache, sans utilité, sans nom. Ils m'avaient construite autour d'eux. J'existais par rapport à eux. Ma vie entière était définie par ma fonction dans cette maison. Si je la quittais, que resterait-il de moi? J'ai compris trop tard que c'était ça, le piège. Pas l'argent, pas les menaces, mais la dépendance. La dépendance totale, physique, matérielle, psychologique. Ils ne m'avaient pas acheté. Ils m'avaient tissé dans leur système. Ils avaient fait de moi une pièce de leur machine, indispensable à leur fonctionnement, incapable de fonctionner sans eux. Un soir, j'ai fait les comptes. J'ai calculé combien ils avaient dépensé pour moi en 27 ans. Les soins médicaux, les médicaments pour ma mère, le dentiste, le spécialiste, les petites aides, les gestes de bonté. Le montant était énorme, bien plus que tous mes salaires réunis. Je leur devais une fortune que je ne pourrais jamais rembourser. Et c'était exactement ça. Une dette que je ne pourrais jamais solder. Une dette qui me liait à eux pour toujours. Une dette qui justifiait tout. Mon silence, ma complicité, ma présence. Ils ne m'avaient pas corrompu. Ils m'avaient rendu nécessaire. À eux, et eux à moi. J'étais prisonnière de leur générosité. Chaque soin reçu était un barreau de plus. Chaque geste de bonté était une chaîne de plus. Ils m'avaient enfermée dans la gratitude, dans l'obligation, dans l'impossibilité de partir sans trahir tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Ce n'était pas un achat, c'était une construction. Ils m'avaient bâti pierre par pierre. Ils m'avaient faite à leur image, à leur service. Et maintenant, je ne pouvais plus exister sans eux. Le pire, c'est que je ne pouvais même pas les haïr, parce qu'ils m'avaient vraiment aidé. Ma mère était morte en paix. J'étais en vie. J'avais un toit, de quoi manger.
Ils ne mentaient pas quand ils disaient avoir pris soin de moi. Mais ils avaient aussi fait de moi leur complice, leur témoin muet, leur assurance sur pattes. Ils m'avaient sauvé pour mieux m'enchaîner. Ils m'avaient nourri pour mieux me posséder. Je n'étais pas une vendue. J'étais une prisonnière qui devait remercier ses geôliers, une esclave qui devait être reconnaissante de ses chaînes. Et le plus terrible, c'est que je l'étais. Reconnaissante, vraiment, parce que sans eux je n'aurais rien eu, parce que ma vie leur appartenait, parce qu'ils me l'avaient donnée. J'ai cru que j'étais meilleure qu'eux. Pendant des années, je me suis accrochée à cette idée. Eux faisaient tant le mal. Moi, je me taisais. Ce n'était pas la même chose. Eux étaient coupables. Moi, j'étais juste faible. Eux agissaient. Moi, je subissais. Je me répétais que moralement, j'étais différente. Que je gardais ma conscience propre. Que je ne participais pas. Que j'étais une spectatrice forcée. Pas une actrice. Mais c'était un mensonge. Un mensonge que je me racontais pour dormir la nuit. La première fois que j'ai franchi la ligne, je ne m'en suis même pas rendu compte. C'était un après-midi de printemps. Un homme était venu voir monsieur. Un homme que je n'avais jamais vu. Il avait l'air agité, nerveux. Il parlait fort dans le vestibule. Il demandait des comptes. Il disait qu'on lui devait quelque chose, qu'il avait attendu assez longtemps. Monsieur est sorti de son bureau. Il m'a vu dans le couloir. Il m'a regardé avec insistance. Puis il m'a demandé si le thé était prêt. Le thé n'était pas prêt. Mais j'ai compris ce qu'il me demandait vraiment. J'ai dit oui. J'ai dit que le thé était prêt, que je l'apportais tout de suite. Monsieur a souri. Il a fait entrer l'homme dans le salon. Je suis allée à la cuisine. J'ai préparé le thé. Lentement, très lentement. Quand je suis revenue, l'homme était parti. Monsieur était seul dans le salon. Il m'a remercié. Il m'a dit que j'avais fait exactement ce qu'il fallait, que j'étais précieuse. Je n'avais rien fait, juste préparer du thé, juste gagner du temps. C'était innocent, c'était rien. Mais ce n'était pas rien. J'avais compris ce qu'on attendait de moi, et j'avais obéi. J'avais participé. Pour la première fois. La deuxième fois, c'était plus direct. Un soir, madame m'a demandé si quelqu'un était venu pendant son absence. Je savais qu'un homme était venu. Le même qui parlait fort. Il avait sonné à la porte. Il avait demandé à voir monsieur. Monsieur n'était pas là. L'homme avait dit qu'il reviendrait, qu'il ne lâcherait pas l'affaire. Madame m'a regardée. Elle attendait ma réponse. Je pouvais dire la vérité. Je pouvais dire qu'un homme était venu, qu'il avait l'air en colère, qu'il avait menacé de revenir. J'ai dit non. Personne n'était venu. Tout était calme. Madame a hoché la tête. Elle m'a remerciée. Elle est montée dans sa chambre. Et moi, je suis restée dans l'entrée, les mains tremblantes, en réalisant que je venais de mentir. Consciemment, délibérément. Je ne me taisais plus. Je couvrais. Les fois suivantes, ce fut plus facile, presque naturel. Quand le commissaire est venu poser des questions sur des disparitions dans le quartier, j'ai dit que je n'avais rien remarqué, que la famille menait une vie tranquille, que je n'avais jamais vu d'inconnu rôder. Quand la voisine m'a demandé pourquoi il y avait tant de voitures la nuit, j'ai dit que c'était pour des réunions d'affaires, que monsieur travaillait tard, que c'était normal pour un homme de sa position. Quand le facteur a voulu savoir si quelqu'un habitait l'aile ouest, j'ai ri. J'ai dit que c'était juste des chambres d'invités, que personne ne les utilisait, que la maison était trop grande pour nous. À chaque fois, je mentais un peu mieux, un peu plus vite, un peu plus naturellement. Je ne réfléchissais même plus. Les mensonges sortaient de ma bouche avant que ma conscience n'ait le temps de protester. Je protégeais la maison. Je protégeais la famille. Je protégeais mes maîtres,
Je protégeais mes geôliers. Puis il y a eu cette nuit. La nuit où tout a basculé définitivement. J'ai entendu du bruit dans l'aile ouest, plus fort que d'habitude. Des cris étouffés, des coups. Puis un silence terrible. Un silence qui faisait mal aux oreilles. Je suis descendue. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais savoir. Peut-être que je voulais arrêter quelque chose. Peut-être que je ne supportais plus de ne pas savoir. Monsieur était dans le couloir, en chemise, les cheveux défaits. Il y avait du sang sur ses mains. Pas beaucoup, juste des traces. Il m'a vue. Nos regards se sont croisés. Il ne m'a rien dit. Il n'a pas expliqué. Il n'a pas menacé. Il m'a juste tendu une clé. La clé de l'aile ouest. Il m'a fait comprendre d'un geste. Il fallait nettoyer. Il fallait tout effacer. Il fallait que rien ne reste. J'ai pris la clé. Ma main a tremblé. Mais je l'ai prise. Et je suis allée dans l'aile ouest. J'ai ouvert la porte. J'ai vu ce qu'il y avait à voir. Et j'ai nettoyé. J'ai frotté le sang sur le parquet. J'ai lavé les draps. J'ai aéré la pièce. J'ai tout remis en ordre. Comme si rien ne s'était passé. Comme si c'était mon travail. Comme si c'était normal. Le lendemain, je me suis réveillée avec les mains qui sentaient encore l'eau de Javel. J'ai regardé mes paumes. Elles étaient rouges, abîmées par les produits. Mais elles étaient propres. Trop propres. J'ai compris que je n'étais plus une spectatrice. Je n'étais plus une témoin silencieuse. J'étais devenue complice. Activement, consciemment. J'avais franchi la ligne. Non pas d'un coup, mais petit à petit. Mensonge après mensonge. Geste après geste. Je ne pouvais plus prétendre que j'étais différente d'eux. Que j'étais meilleure. Que j'étais innocente. J'avais fait disparaître des preuves. J'avais menti à la police. J'avais nettoyé le sang. J'avais permis que ça continue. Et le pire, c'est que je continuais. Parce que maintenant, j'étais aussi coupable qu'eux. Parce que si la vérité sortait, je tomberais avec eux. Parce que j'avais trop aidé pour pouvoir prétendre que je ne savais pas. Ils m'avaient transformée. Pas de force, mais par petites doses, par petits gestes, par petites compromissions. Chaque fois, je me disais que ce n'était rien, que ce n'était qu'une fois, que je n'avais pas le choix. Mais les petites compromissions s'accumulent. Elles construisent quelque chose. Elles changent quelqu'un. Elles font de vous un autre. Je n'étais plus la jeune fille pauvre qui cherchait du travail. Je n'étais plus la domestique effrayée qui voyait trop. J'étais devenue un rouage, une pièce du mécanisme, une partie du crime. Je ne pouvais plus me regarder dans le miroir sans voir ce que j'étais devenue. Je ne pouvais plus prier sans sentir le poids de mes actes. Je ne pouvais plus dormir sans revoir mes mains dans l'eau rouge. J'avais cru que je valais mieux qu'eux, que moralement j'étais au-dessus, que je gardais ma dignité en me taisant. Mais la dignité ne survit pas à la complicité. La conscience ne résiste pas aux petits arrangements. Et la morale s'érode plus vite qu'on ne le croit. Je n'étais pas meilleure qu'eux. J'étais devenue eux, juste avec moins de pouvoir, juste avec plus de honte, mais complice quand même. J'ai cru que la vérité finirait par sortir. Pendant toutes ces années, je me raccrochais à cette idée que tôt ou tard, quelqu'un découvrirait tout, qu'il y aurait un scandale, une enquête, des révélations, que l'histoire finirait par rendre justice, que les coupables paieraient, que les morts auraient leur nom. Je pensais que c'était juste une question de temps, que la vérité était comme l'eau, qu'elle finit toujours par trouver une fissure, par s'infiltrer, par émerger. Mais la vérité n'est pas de l'eau. La vérité est ce que les vivants décident d'en faire. Et les vivants ont décidé de l'oublier. La fin est arrivée sans bruit. Comme tout dans cette maison. Monsieur est mort le premier, d'une crise cardiaque, dans son sommeil.
à 72 ans. Les funérailles ont été grandioses. L'église était pleine. Le maire a prononcé un éloge. On a parlé de son dévouement, de son intégrité, de sa contribution à la ville. On a gravé sur sa tombe qu'il était un homme de bien. Personne n'a mentionné l'aile ouest. Personne n'a posé de questions sur les visiteurs nocturnes. Personne n'a demandé ce qu'il faisait brûler dans la cheminée. Madame lui a survécu 3 ans. Elle est morte dans son lit, entourée de ses enfants. Le curé lui a donné l'extrême onction. Elle est partie en paix. On a dit qu'elle avait être une femme exemplaire, une bienfaitrice, une mère aimante. Les journaux ont publié sa nécrologie. Ils ont parlé de ses œuvres de charité, de son élégance, de sa dignité. Ils ont rappelé qu'elle était la petite-fille d'un ministre, qu'elle avait présidé tant d'associations, qu'elle avait fait tant de bien. Personne n'a écrit ce qu'elle savait, ce qu'elle avait couvert, ce qu'elle avait permis. Les enfants ont vendu la maison. Ils ne voulaient pas y vivre. Trop de souvenirs, ont-ils dit. Trop grandes, trop coûteuses à entretenir. Ils ont pris ce qui avait de la valeur, les meubles, les tableaux, l'argenterie. Le reste a été dispersé aux enchères. J'ai assisté à la vente. J'ai vu des inconnus acheter les chaises où ils s'asseyaient, les tables où ils mangeaient, les rideaux derrière lesquels ils se cachaient. Personne ne savait ce que ces objets avaient vu. Personne ne posait la question. L'aile ouest s'était vidée. Les portes ont été ouvertes pour la première fois depuis des décennies. Il n'y avait rien. Juste des chambres vides, des murs nus, du parquet usé. Tout avait été effacé, nettoyé, blanchi. Les nouveaux propriétaires ont rénové. Ils ont abattu des murs, repeint, changé les sols. Ils ont transformé la maison en appartement de luxe. Des jeunes couples y vivent maintenant. Ils trouvent l'endroit charmant. Ils aiment les moulures d'époque, les hauts plafonds, la lumière qui entre par les grandes fenêtres. Ils ne savent pas. Ils ne sauront jamais. J'ai essayé une dernière fois. J'ai écrit une lettre à un journaliste, un jeune homme qui faisait des enquêtes sur les affaires non résolues. Je lui ai raconté tout. Les visites nocturnes, les bruits dans l'aile ouest, les documents brûlés, les mensonges, ma complicité. Il m'a répondu 3 semaines plus tard. Une lettre polie. Il me remerciait pour mon témoignage. Mais il m'expliquait qu'il ne pouvait rien faire. Les principaux protagonistes étaient morts. Il n'y avait pas de preuves matérielles, pas de corps, pas de documents, pas de témoins corroborants. Juste ma parole. Et ma parole, après tant d'années, ne suffisait pas. Il ajoutait que même s'il écrivait un article, personne ne le publierait. La famille Devreux était encore respectée. Leurs descendants étaient influents. Une accusation sans preuve serait de la diffamation. Il se ferait poursuivre. Et moi aussi. Il me conseillait de laisser le passé où il était, de trouver la paix, de me concentrer sur le présent. J'ai brûlé sa lettre. Comme monsieur brûlait les siennes. Les années ont passé. Les gens qui connaissaient la famille sont morts. Les voisins, les fournisseurs, le commissaire qui était venu enquêter, le curé qui fermait les yeux. Tous partis, emportant avec eux ce qu'ils savaient ou ne voulaient pas savoir. Les archives municipales ont été réorganisées. Certains dossiers ont été perdus, d'autres classés dans des cartons que personne n'ouvre jamais. Les registres de police de cette époque ont été détruits dans un incendie. Un vrai incendie cette fois. Accidentel, a-t-on dit. Il ne reste rien. Pas de traces, pas de preuves, pas de mémoire collective. Comme si rien ne s'était jamais passé. Comme si cette maison avait toujours été juste une maison. Comme si cette famille avait toujours été juste une famille respectable. Les noms ont disparu. Pas dans un scandale. Pas dans une chute, juste par l'oubli,
par l'indifférence, par le temps qui passe et qui efface tout. Et moi, je suis toujours là, vieille, seule, avec ma vérité qui ne sert à rien, qui n'intéresse personne, qui ne change rien. J'ai compris que la vérité ne triomphe pas toujours, qu'elle ne sort pas toujours, que l'histoire ne rend pas toujours justice, parce que l'histoire est écrite par ceux qui restent, par ceux qui ont le pouvoir, par ceux qui décident ce qui mérite d'être retenu. Et ma vérité n'a jamais été jugée digne d'être retenue. La vérité n'est pas morte parce qu'on la tuait. Elle est morte parce que personne ne voulait la garder en vie, parce qu'elle dérangeait, parce qu'elle compliquait, parce qu'elle remettait en question l'ordre des choses. Il était plus simple de croire que monsieur et madame Devereux étaient des gens bien, plus confortable de penser que leur maison n'avait rien à cacher, plus rassurant de se dire que le monde était juste, que les méchants étaient punis, que les bons étaient récompensés. Ma vérité brisait cette illusion. Alors on l'a ignorée, pas violemment, juste doucement, par le silence, par l'oubli, par le désintérêt. Personne n'a caché la vérité. On l'a juste laissée mourir de solitude. On l'a laissée s'éteindre faute d'oreilles pour l'entendre, faute de voix pour la répéter, faute d'importance. Et maintenant, il est trop tard. Les coupables sont morts, les victimes aussi. Les témoins sont partis. Il ne reste que moi. Et ma parole ne compte pas. Elle n'a jamais compté. La vérité n'est pas sortie. Elle ne sortira jamais. Pas parce qu'on l'a enterrée, mais parce que personne n'a voulu la déterrer. Parce que personne n'en avait besoin. Parce que le monde continuait très bien sans elle. Et c'est peut-être ça, la vraie victoire du mal. Pas d'être invincible, mais d'être oubliable. J'ai cru que je me taisais par peur. C'est ce que je me répétais. C'est ce que je voulais croire. Que j'étais faible, que j'étais lâche, que j'étais prisonnière de ma terreur. Parce que si c'était la peur, je pouvais me pardonner. Si c'était la faiblesse, je restais une victime. Si c'était la contrainte, je gardais mon innocence. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas la peur qui me retenait. C'était quelque chose de plus profond, de plus terrible, de plus honnête. Je me taisais parce que le silence me maintenait en vie. Sans cette maison, je n'aurais rien eu. Nulle part où aller, rien à manger. Personne pour s'occuper de moi quand je serais vieille. Personne pour payer mes soins quand je serais malade. Personne pour m'enterrer quand je mourrais. J'ai calculé une fois. Si j'avais quitté cette maison à 30 ans, que serais-je devenue? Une domestique itinérante, passant de famille en famille, gagnant moins à chaque fois, vieillissant, devenant moins désirable, moins forte, moins utile. À 40 ans, je n'aurais plus trouvé de travail fixe. À 50 ans, j'aurais mendié. À 60 ans, je serais morte dans un hospice. Si j'avais eu cette chance. Mais je suis restée. Et à 70 ans, j'ai encore un toit. De quoi manger. Des économies. Un médecin qui me connaît. Une place dans un petit appartement que les enfants d'Evreux m'ont acheté quand ils ont vendu la maison. Une pension. Pas grande, mais suffisante. Je suis vivante, confortable, en sécurité, grâce à mon silence. Le silence n'était pas une prison. C'était une transaction, un échange. Ma voix contre ma survie, ma conscience contre mon existence, ma vérité contre ma vie. Et j'ai choisi la vie, consciemment, délibérément, chaque jour pendant 27 ans. Il y a eu des moments où j'ai failli parler, des moments où la vérité me brûlait la gorge, où je ne supportais plus le poids de ce que je savais, où je voulais tout vomir, tout cracher, tout dire. Mais à chaque fois, je me posais la question. Et après avoir parlé, qu'est-ce qui se passerait? On me croirait peut-être, peut-être pas.
Il y aurait peut-être un scandale, peut-être rien. Mais une chose était certaine, je perdrais tout. Mon travail, mon logement, ma sécurité, ma pension, mon avenir, tout ce que j'avais construit pendant toutes ces années, tout ce qui me séparait de la misère et de la mort. Et pourquoi ? Pour une vérité que personne ne voulait, pour une justice qui n'arriverait jamais, pour des morts qui ne reviendraient pas. Alors je me taisais, non pas parce que j'avais peur, mais parce que le silence avait plus de valeur que la vérité, parce que ma survie valait plus que ma morale. C'est terrible à dire, c'est honteux à admettre, mais c'est la vérité, ma vérité, la seule que je n'ai jamais cachée à moi-même. Je n'étais pas une héroïne qui attendait le bon moment pour parler. Je n'étais pas une martyre qui souffrait en silence. J'étais une survivante qui avait fait un choix. Le choix de vivre plutôt que de témoigner. Le choix de ma peau plutôt que de ma conscience. Et je ne regrette pas. Même maintenant, même vieille, même seule, je ne regrette pas d'avoir survécu. Parce que si j'avais parlé, je serais morte. Pas forcément assassinée, mais morte quand même. De misère, de froid, de solitude, de maladie. Le silence m'a donné 40 années de plus. 40 années où j'ai mangé à ma faim, où j'ai dormi au chaud, où j'ai eu des soins, où j'ai existé. Sans ce silence, je n'aurais pas existé. J'aurais été effacée, comme tant d'autres femmes pauvres, invisibles, jetables, oubliées avant même d'être mortes. Le silence n'était pas ma cage, c'était ma bouée, ce qui me maintenait à flot dans un monde qui voulait me noyer, ce qui me donnait une valeur dans une société qui n'en voyait aucune en moi. Et c'est ça, le vrai scandale. Pas que j'ai choisi de me taire, mais que le monde m'ait forcé à choisir entre ma voix et ma vie, que ces deux choses n'aient jamais pu coexister, que pour survivre, j'ai dû renoncer à être humaine. On parle toujours de ceux qui parlent comme de héros, de ceux qui dénoncent comme de braves, de ceux qui témoignent comme de justes. Mais on oublie que parler est un luxe, que la vérité est un privilège, que seuls ceux qui peuvent se le permettre osent ouvrir la bouche. Moi, je ne pouvais pas me le permettre. Alors je me suis tue, et j'ai survécu. Et je ne m'excuserai pas d'avoir survécu, même au prix de mon âme, même au prix de ma dignité, parce que les morts n'ont pas de dignité. Ils n'ont rien, et je préférais vivre sans honneur que mourir avec. C'est ça ma vérité. Pas belle, pas noble, pas héroïque, mais vraie, entièrement vraie. Je n'ai pas été réduite au silence. J'ai choisi le silence, parce que c'était le seul choix qui me laissait une vie, parce que dans un monde qui ne protège pas les pauvres, le silence devient une arme de survie, la seule arme qu'on nous laisse, et je l'ai utilisée, jusqu'au bout. On me demande pourquoi je parle maintenant, après tout ce temps, après toutes ces années de silence. Pourquoi soudainement, à 72 ans, je décide de tout raconter. Les gens veulent croire que c'est pour la justice, que j'ai enfin trouvé le courage, que ma conscience s'est réveillée, que je veux réparer, que je veux que les coupables paient, que je veux que les morts aillent leur nom. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. La justice n'existe plus. Les coupables sont morts, les victimes aussi. Les preuves ont disparu. Les témoins sont partis. Il n'y aura pas de procès, pas de condamnation, pas de réparation. Rien ne sera réparé. Personne ne paiera. Ma vérité ne changera rien. Elle n'effacera rien. Elle ne sauvera personne. Elle arrivera trop tard. Comme toujours. Alors pourquoi je parle ? Parce que je n'ai plus rien à perdre. C'est aussi simple que ça. Aussi brutal. Aussi égoïste. Je suis vieille. Je suis malade. Le médecin m'a donné 6 mois. Peut-être 1 an si j'ai de la chance.
Mon corps me lâche. Mes poumons ne fonctionnent plus bien. Mon cœur fatigue. Mes mains tremblent. Je n'ai plus la force de porter quoi que ce soit. Je n'ai plus besoin de ma pension. Je n'ai plus besoin de mon appartement. Je n'ai plus besoin de protection. Je n'ai plus besoin de rien. Parce que bientôt je ne serai plus là. La famille Devreux ne peut plus rien contre moi. Ils ne peuvent pas me ruiner. Je n'ai rien. Ils ne peuvent pas me faire taire. Je suis déjà en train de mourir. Ils ne peuvent pas me faire du mal. Il n'y a plus de mal à me faire. Pour la première fois de ma vie, je suis libre. Libre parce que je n'ai plus d'avenir à protéger. Libre parce que je n'ai plus de vie à sauver. Libre parce que la mort m'a libérée, avant même d'arriver. Et dans cette liberté, je réalise quelque chose. Ce secret que j'ai porté pendant 50 ans. Ce silence que j'ai gardé si longtemps. Ce poids que j'ai traîné partout. Il est devenu insupportable. Pas moralement. Pas parce que ma conscience me torture. Mais physiquement. Littéralement. C'est un poids réel, un fardeau qui m'écrase, qui m'empêche de respirer, qui me tue aussi sûrement que la maladie. Je parle parce que je n'en peux plus, parce que je suis fatiguée, parce que je veux mourir légère, parce que je refuse d'emporter ça dans ma tombe, parce que je veux partir sans ce poids sur la poitrine. Ce n'est pas du courage, c'est de l'épuisement. Ce n'est pas de la justice, c'est du soulagement. Ce n'est pas de la rédemption, c'est de l'égoïsme pur. Je me débarrasse de ma vérité comme on se débarrasse d'ordures. Je la jette, je la crache, je la vomis. Non pas pour qu'elle serve à quelque chose, mais pour ne plus la porter. Toute ma vie, j'ai gardé leur secret. J'ai protégé leur mémoire. J'ai menti pour eux. J'ai nettoyé pour eux. J'ai vécu pour eux. Et maintenant qu'ils sont morts, maintenant qu'ils n'ont plus besoin de moi, je me rends compte que je leur ai tout donné. Ma jeunesse, ma voix, ma dignité, ma vie, tout. Je n'ai rien gardé pour moi. Rien sauf ce secret. Et ce secret m'a rongé de l'intérieur. Il m'a creusé, il m'a vidé. Il a fait de moi une coquille vide, remplie de mensonges. Je parle pour exister une dernière fois, pour être autre chose qu'un témoin muet, pour être une personne, pour avoir une voix, même si c'est trop tard, même si ça ne sert à rien, même si personne n'écoute vraiment. Je parle parce que c'est la seule chose qui me reste à faire avant de mourir, la seule chose qui m'appartient, encore, la seule chose qu'on ne peut plus me prendre. Ma vérité ne fera pas tomber d'empire. Elle ne révélera pas de scandale. Elle ne provoquera pas d'enquête. Les journaux ne la publieront peut-être même pas. Elle restera peut-être juste là, dans un enregistrement, dans un fichier, dans l'oubli. Mais au moins, elle ne sera plus en moi. Elle ne sera plus ce poison qui circule dans mes veines. Elle ne sera plus cette pierre dans mon ventre. Elle ne sera plus cette main qui m'étouffe la nuit. Je la crache, je la vomis, je m'en débarrasse. Et peut-être qu'après, je pourrai mourir tranquille. Peut-être que mes derniers mois seront plus légers. Peut-être que je pourrai fermer les yeux sans revoir leur visage, sans entendre leur voix, sans sentir le poids de tout ce que j'ai tu. On voudrait que je sois une héroïne tardive, une témoin courageuse qui trouve enfin la force de parler. Mais je ne suis pas ça. Je suis juste une vieille femme fatiguée qui veut poser son fardeau avant de partir. Je ne parle pas pour les morts. Je parle pour moi, pour ma paix, pour mon soulagement, pour mon égoïsme de mourante qui veut partir propre. Et si ça ne sert à rien, tant pis. Au moins je l'aurais dit. Au moins je l'aurais lâché. Au moins je ne l'emporterai pas avec moi. Parce que le silence m'a permis de vivre. Mais maintenant que je meurs, je n'ai plus besoin de lui. Et je refuse de le garder jusqu'à la fin. Je refuse de mourir avec leur secret, avec leur poids,
avec leur ombre. Je parle parce que je veux mourir seule. Vraiment seule. Sans eux. Sans leurs fantômes. Sans leurs crimes qui continuent de vivre en moi. Je parle pour me libérer. Pas le monde. Pas les morts. Moi. Et c'est peut-être la chose la plus honnête que j'ai jamais faite. Voilà. C'est tout. C'est mon histoire. 50 ans de silence. Quelques mois de parole. Une vie entière entre les deux. On voudrait que ce soit simple. Que ce soit une histoire de méchants riches et de pauvres victimes. Que ce soit noir ou blanc, bien ou mal, coupable ou innocent. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est jamais ça. C'est une histoire de système. Un système où certaines voix comptent et d'autres non. Où certaines vies valent quelque chose et d'autres rien. Où la vérité dépend de qui l'a dit. Où la justice dépend de qui la demande. Un système où une domestique pauvre ne peut pas survivre sans se taire. Où une famille riche ne peut pas continuer sans que quelqu'un se taise. Où le silence devient une monnaie d'échange. Où la complicité devient une condition de survie. Je n'étais pas la seule. Il y en avait d'autres. Le chauffeur qui voyait, le jardinier qui entendait, la couturière qui devinait, le médecin qui ne posait pas de questions, le commissaire qui classait les dossiers, le curé qui absolvait sans juger. Nous étions tous complices, par silence, par besoin, par calcul, parce que parler coûtait plus cher que se taire, parce que la vérité ne nourrissait personne, parce que la morale ne payait pas les factures. On nous a pas forcés. Pas vraiment. On nous a juste placés dans des situations où il n'y avait pas de bon choix, où tous les chemins menaient à la perte, où survivre voulait dire renoncer à être juste. Et nous avons survécu, en renonçant. Alors maintenant, je vous pose la question. À vous qui m'écoutez, à vous qui me jugez peut-être, à vous qui pensez savoir ce que vous auriez fait à ma place. Si la vérité ne change rien, si elle ne sauve personne, si elle arrive trop tard, si personne ne veut l'entendre, si elle ne détruit que celui qui l'a dit, si le monde continue exactement pareil, avec ou sans elle. Est-on obligé de la dire quand même? Si parler vous coûte tout ce que vous avez, votre travail, votre toit, votre avenir, votre vie, si ça ne répare rien, si ça ne punit personne, si ça ne soulage personne d'autre que vous, devez-vous quand même parler? Je ne connais pas la réponse. J'ai fait mon choix. J'ai vécu avec. Je meurs avec. Mais je ne sais toujours pas si c'était le bon choix. Je ne sais pas s'il y avait un bon choix. Je sais juste que j'ai survécu, que d'autres sont morts, que les coupables ont vécu tranquilles, que les victimes sont oubliées, que rien n'a changé, que le monde tourne exactement comme avant. Et je sais que quelque part, dans d'autres maisons, d'autres domestiques voient mes choses. D'autres témoins se taisent. D'autres secrets sont gardés. Pas par méchanceté, pas par lâcheté, mais parce que la vie leur a donné le même choix qu'à moi. Le silence ou la ruine, la complicité ou la mort, la survie ou la dignité. F, et ils choisiront comme j'ai choisi. Parce que c'est ça ou rien. Parce que le monde ne leur laisse pas d'autre option. Parce que le système est fait pour qu'ils choisissent ça. Alors je vous laisse avec cette question. Sans réponse, sans morale, sans jugement. Si la vérité ne fait que vous détruire, sans rien construire. Si elle ne libère personne, si elle n'arrête rien, si elle ne répare rien, êtes-vous obligé de la dire? Moi, j'ai attendu de mourir pour parler. Peut-être que j'ai eu tort. Peut-être que j'ai eu raison. Je ne sais pas. Je sais juste que j'ai vécu. Et que c'était déjà plus que beaucoup d'autres. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que c'était juste? Est-ce que c'était bien? Je vous laisse décider. Moi, je n'ai plus la force de trancher.
Je vous laisse avec ma vérité. Faites-en ce que vous voulez. Jugez-moi si vous voulez. Comprenez-moi si vous pouvez. Mais surtout, demandez-vous. Vraiment, honnêtement, sans mentir. À ma place, qu'auriez-vous fait?